je vais appeler Michel Cassé, qui est astrophysicien, et Hervé Chandès, qui est directeur de la Fondation Cartier. Messieurs, je vais faire une toute petite introduction. Oui, vous pouvez applaudir. Il est tard, mais nous osons la nuit. Alors, bizarre quand même d'avoir un astrophysicien et un expert de l'art contemporain côte à côte. Cependant, il y a plusieurs choses qui vous rapprochent, notamment une. En fait, vous avez fait une exposition ensemble à la Fondation Cartier sur le thème « Mathématiques, un dépaysement soudain ». Vous avez voulu faire le lien entre les mathématiques et l'art contemporain. Cependant, la France est un pays de paradoxes, à la fois rationnel et sensible. Du coup, nous avons très longtemps opposé les sciences et les arts. Vous êtes pour nous deux avocats de l'abattement des frontières. Pouvez-vous évoquer avec nous les influences et les critères et les intérêts réciproques de l'art contemporain et des sciences? Messieurs, à vous la parole. Bien, alors, pour situer notre collaboration, elle ne date pas d'hier et donc nous devons confesser l'un et l'autre une certaine amitié. Donc il ne s'agit pas d'une rencontre fortuite, n'est-ce pas? En ce qui concerne votre question, on pourrait dire que il est habituel d'opposer l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie, n'est-ce pas? L'esprit de finesse étant incarné par la culture littéraire et par le développement de la sensibilité artistique, et l'esprit de géométrie, bien évidemment, étant convoqué par les mathématiques, la géométrie, l'algèbre, l'analyse, etc. Et donc, Hervé Chandès et moi-même et d'autres, notamment Cédric Villani, que vous avez entendu, ainsi qu'Alain Cohn et des mathématiciens émérites, nous avons constitué ce qu'on pourrait appeler une escadrille pour voler dans un ciel à la fois généreux, puisqu'il s'agissait de rendre les mathématiques émotionnelles. Donc, les mathématiques, évidemment, servent dans la constitution de théories physiques, dans la construction de bâtiments, de bateaux, dans la confection de modèles variés, de voitures, et bien sûr de toute forme de technologie. Mais nous avons peut-être inversé l'argument en essayant de considérer que les mathématiques constituaient en quelque sorte l'art abstrait par excellence. Et quoi de plus naturel que de demander alors à la Fondation Cartier d'ouvrir ses portes à cet art abstrait. Tu as un micro. L'idée, c'était vraiment de donner la parole aux mathématiciens et que les mathématiciens prennent la parole dans un lieu qui leur est complètement étranger, dans un lieu qui est dédié au monde des images. Mais moi, d'autres choses que j'aimerais dire, c'est la première, ce serait que pourquoi la Fondation Cartier s'est engagée dans le domaine des mathématiques? C'est pour des raisons très simples. C'est vraiment par curiosité, et par curiosité pour se mêler de ce qui, a priori, ne nous regarde pas, et pour essayer de voir comment on pourrait, comment un lieu comme le nôtre peut donner forme à la parole mathématique. Et je crois que ce qui est surtout intéressant peut-être à dire ce soir, c'est surtout comment on a pu travailler ensemble. Parce qu'on a travaillé vraiment en aveugle pendant très longtemps, sans avoir vraiment aucune idée de comment on voulait le faire, comment l'exposition pourrait s'énoncer. Et c'est vraiment un type de projet qui n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas une complicité entre nous, dont on avait déjà fait l'expérience dans des projets précédents.
Et ce qu'on peut dire, c'est des projets aussi difficiles à mener, aussi complexes, qui prennent énormément de temps, qui sollicitent vraiment, pour créer cette exposition, le meilleur des mathématiciens, pas simplement français, il y a des mathématiciens du monde entier. Il faut vraiment arriver à savoir travailler en aveugle et pouvoir entraîner avec nous des gens qui, sans garantir beaucoup de résultats. Et ça a été moi je le vois dans l'équipe à la Fondation, ça a été extrêmement difficile non pas de mobiliser un projet, de mobiliser une équipe avec une feuille de route tout à fait imprécise. Et le projet, c'est l'exposition, le projet s'est construit à peu près comme je le dis ce soir. Il y a eu 2 ans avec les mathématiciens, mais avec lesquels on a joué vraiment on était très direct en disant on sait pas ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on ne veut pas faire, mais voilà, on a besoin de vous écouter pendant 2 ans et de vous entraîner avec nous. Et ils ont joué le jeu. Et les artistes sont venus bien plus tard, hein, et les artistes sont venus aussi de façon très fluide. Il n'y a eu aucune sollicitation formelle de notre côté. On a provoqué quelques rencontres entre les uns et les autres pour essayer de créer des effets de curiosité réciproque. Alors les artistes, en effet, ont dû effacer en quelque sorte leur surmoi tyrannique. Et donc j'admire effectivement leur générosité. Il s'agissait de David Lynch qui a mis en scène et en forme tout un étage, et de Raymond Depardon et Claudine Nougaret qui ont filmé Cédric et d'autres mathématiciens en leur donnant la parole. Mais le point essentiel, c'est que cette exposition a donné lieu à une réflexion qui ne fait que s'étendre. Par exemple, un colloque s'est tenu à l'UNESCO sur le mode après au cours de cette exposition, et pour illustrer son allant, donc un colloque s'est tenu sur le mode d'enseignement des mathématiques dans le monde entier, à l'UNESCO donc, dont la question principale était de savoir s'il fallait enseigner les mathématiques de la même manière en Inde, en Chine, au Japon, en France ou aux États-Unis. Parce qu'il existe des formes de mathématiques, par exemple japonaises, qui sont telles que les symboles utilisés ne sont pas identiques à ce que nous utilisons nous-mêmes. Donc les mathématiques prennent des tours très variés selon les cultures, et il était intéressant d'indiquer qu'il n'y avait pas une mathématique mais des mathématiques. Ensuite, nous avons organisé 4 nuits de l'incertitude qui ont rassemblé des philosophes, des artistes et des mathématiciens. Et elles se sont terminées récemment par une sorte de feu d'artifice où ont participé nombre de physiciens, de mathématiciens. Et cela constitue pour nous une grande aventure. Je veux dire, pour l'astrophysicien ou le physicien que je suis, c'est une opportunité rare de partager la beauté des mathématiques et aussi l'intention profonde de conserver la liberté de l'esprit en cherchant, sans être terrorisé peut-être par le gain immédiat. J'ai une question simplement. Est-ce que c'est la première fois qu'une telle expérience est menée? En France, oui. En France, oui. C'est ce que nous disent les mathématiciens avec lesquels on a collaboré. Parce que ce n'était pas une exposition où les artistes regardaient les maths. C'était vraiment une exposition qu'ils ont co-créée. Hein. Et le mot de la fin, d'une certaine manière, il a été donné aussi par les mathématiciens, parce qu'il y avait quand même un énoncé scientifique qui devait avoir évidemment le mot de la fin. Alors c'est ce qui était très intéressant, c'est d'amener des artistes et des mathématiciens à travailler ensemble, sachant que, encore une fois, le final cut, c'est celui donné par les artistes, et c'est ce qui s'est passé encore quelques jours avant qu'on ouvre l'exposition entre
un mathématicien fameux qui s'appelle Misha Gromov et David Lynch. Et vraiment, Misha Gromov a apporté son regard, des modifications. Donc, on peut vraiment dire que c'est une exposition au sens littéral, collective, sans auteur. Et l'auteur, c'est vraiment il y a un seul auteur qui est les uns les autres et les mathématiques. C'est une exposition sans auteur. D'accord. Je vais finir par une dernière question qui rentre dans le thème du forum. Est-ce que vous considérez tous les deux que vous avez osé, que vous avez eu de l'audace de créer cette exposition? Mais justement, audace est en effet le mot qui convient. Je pense qu'il s'agissait en effet de croiser des animaux qui ne s'étaient vraiment jamais rencontrés avec une telle intensité. On pourrait dire que c'est une hybridation, comme si on avait croisé un cheval et une licorne, par exemple. Et donc, c'est un peu chimérique, mais dans la mesure où le projet était impossible, il était important de le réaliser, en effet. Alors moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça, et je l'ai vécu en tous les cas sans du tout le mot audace à l'esprit, d'aucune manière, plutôt avec une forme de naïveté, de curiosité, de détermination à ce que l'exposition se fasse. Mais à aucun moment, l'idée de l'audace ou le sentiment d'audace m'est simplement traversé l'esprit. Bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Vous avez tous les deux une vie fabuleuse et c'est très beau que la vie vous ait fait vous rencontrer. Merci beaucoup.